Bienvenue à tout le monde pour ce dernier panel de la journée cet après-midi, cette soirée, peu importe où vous êtes au Canada ou si vous êtes avec nous à partir d'un autre endroit au monde. Merci d'être là. J'ai le plaisir de vous présenter la dernière présentation de la journée, insuffisant pour changer la donne. Point de vue des personnes handicapées sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, un échec politique prévisible. Cette présentation aura comme modérisatrice et modérisateur Tracy Smith-Carrier, Althea Batalova, Lauren Touchant, Chris Hagersmeyer, Sid Frankel, Melissa Brideau et Laura Katari. Merci I think beaucoup. we were going to do actually a little bit more of an in-depth Je pense introduction. So perhaps I'll que start. nous allons faire une I'm Tracy petite Smith-Carrier. présentation. Je suis I'm Tracy a Smith professor Carrier. and Je suis Canada une Research professeure Chair in et Advancing the la United chaire de Nations recherche Sustainable Development Goals sur les at Royal objectifs de Roads développement University. durable à Royal Roads And it's a pleasure to be with you des today. Nations Unies au Royal I'll hand Roads it over University. to C'est my un plaisir d'être colleague avec vous Sid. aujourd'hui. Je vais donner le micro à mon collègue Hello, Sid. everyone, and I'm Bonjour tout le really monde. Je impressed suis that a vraiment lot of you are impressionné still with us at qu'il y this a hour. autant de personnes qui sont Sid encore là Frankel, avec nous à cette senior heure. Alors, je suis scholar in Sid the Faculty Franco. of Social Work at the Je University suis of un académique Manitoba, dans le monde kind of retired after about de 30 travail years of social à l'Université teaching de and researching Manitoba. there. Et j'ai pris And ma retraite après very plusieurs happy années de to be here recherche to là-bas. talk C'est un with you plaisir about d'être avec this. vous pour vous And parler de Althea, ce you're on. sujet. Althea, à Thank vous. you so much. Merci Hello, beaucoup. everyone. My name Bonjour tout le is monde. Althea Je suis Badalova. Althea Badalova. I'm an assistant professor Je at the School of suis professeure Humanitarian adjointe Studies at à Royal l'École Roads des University. études humanitaires à My l'Université background Royal is in Roads. disability studies. I do a J'ai lot des of research études in this area. And I used to en work in the nonprofit sector, disability euh, nonprofit sector. So je this spécialise is very dans close to les me. So enjeux thank pour les you all personnes for vivant avec staying un on. handicap et merci à Let tout le me monde d'être encore en Tracy. ligne. Tracy, à vous. Let me just make sure that I'm able to. There we go. Are we seeing the proper Est-ce que vous slides? voyez les diapos à I l'écran? think you need to just swap displays. Swap displays. Better? Yes. Yeah, Est-ce que there vous you are. voyez les Perfect. diapos? Est-ce que vous voyez mieux maintenant? Oui. All right. All right. Well, let me get started. And I just wanted to give you Bon, a bit alors of nous a allons commencer. background of how we envision this work. Je veux vous parler So Tracy and I un peu are de both comment nous interested avions in réfléchi à ce policies. travail. So Tracy et when moi it came to sommes très intéressés disability sur les politiques. discussions around Alors, funding lorsqu'on a disability commencé benefits les discussions sur le happening, PCPH, we really wanted to nous understand voulions what are the comprendre perspectives, les the perspectives, experiences of people comprendre that les will be expériences. potentially future recipients Nous of voulions the comprendre disability aussi benefit. So les that's récipients how we futurs. came to this project, and then we were lucky to be joined by Sid and other colleagues, including the advisory Et committee nous avons that we travaillé were avec lucky to Sid et have d'autres to sort of help collègues us plutôt, notre comité consultatif, sharpen our questions pour and pouvoir dive mieux cerner nos deeper in questions, some of poser les the meilleures areas of questions, this work. mieux And creuser so dans in les today's différents enjeux. presentation, we Alors wanted to là, give pour you la a bit présentation of the background d'aujourd'hui, of nous voulons vous donner un disability benefits contexte sur le and PCPH. kind of look at some of the Nous maybe a little bit voulions of theory, not too much theory, it's analyser getting late. aussi le cas théorique, But peut-être I pas trop think de just théorie wanted parce to que give you bon, a il commence sense à of être what tard, mais informed our on voulait work, vous donner quand même un peu the kind of d'informations sur methods we used for our ce que nous avons, participants' work, and ce talk sur quoi about nous avons appuyé important nos findings études, and implications moving aussi forward. les méthodes, les résultats, les participants, etc. Prochaine diapo. We have a publication, Nous forthcoming avons une publication publication in the qui s'en vient Canadian Journal of Disability Studies. dans le So Canadian Journal of we hope you Disability will be Studies. able to Nous espérons que vous allez read it and check pouvoir it out. lire
cette publication lorsque cette publication est disponible. Alors, l'objectif de l'étude, comme j'ai mentionné, est d'explorer les points de vue des Canadiens en situation de handicap sur la conception et la mise en œuvre de la nouvelle prestation canadienne d'invalidité ou la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, notamment sur les points suivants. On voulait comprendre l'adéquation, l'équité. On voulait comprendre aussi l'accessibilité. On voulait savoir si cette prestation canadienne venait à la rencontre vraiment des besoins des personnes. On voulait avoir une discussion plus large sur la réduction de la pauvreté et de la justice sociale au Canada. On voulait aussi explorer la pertinence pour la réduction de la pauvreté et la justice du Canada. Maintenant, un peu de contexte. Je ne pense pas que ceci vous surprendra. Nous savons que les personnes en situation de handicap connaissent des taux de pauvreté beaucoup plus élevés que les Canadiens qui ne vivent non handicapés. La marginalisation économique et sociale des personnes en situation de handicap est exacerbée par les expériences intersectionnelles également. Alors, les personnes qui sont membres des groupes racisés, les personnes LGBTQ ou autres vivent des impacts de façon disproportionnée. Il y a aussi des problèmes, des lacunes, des inadéquations aussi. Et il y a une espèce de trappe ou d'attrape d'invalidité parce qu'il y a des barrières. Et les personnes sont prises dans la pauvreté à cause de toutes les barrières, les problèmes d'accessibilité. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors, on a cette idée de cette attrape d'invalidité, ce piège d'invalidité. Et c'est difficile de se soutenir à l'extérieur de ce système. Il y a aussi le contrôle cet effet de contrôle qui vient avec ces politiques. Il y a des personnes qui sont obligées de prouver qu'ils appartiennent à ces groupes de personnes en situation de handicap. Ils doivent prouver un diagnostic et donc il y a une pression. Et aussi le néolibéralisme. Les réformes néolibérales ont entraîné l'érosion de prestations de revenus liées au handicap au fil du temps. Et il y a un environnement d'austérité et de privatisation. C'est une composante contextuelle qu'il faut garder en tête. Prochaine diapo. Alors, je vous donne des chiffres maintenant. En lien avec la sécurité financière, la sécurité financière a été identifiée comme la priorité la plus urgente pour les personnes handicapées au Canada lors des consultations sur le plan d'inclusion des personnes handicapées du Canada en 2021. Alors, si on regarde l'espèce de mesure du panier de consommation, on s'en est servi en 2023. C'est une façon de mesurer la pauvreté. Alors, on a vu que le pourcentage d'adultes en situation de handicap en âge de travailler vivant sous le seuil de pauvreté était de 14,4 %, soit bien plus que le 6,5 % enregistré pour la population âgée en situation de handicap cette année-là. Il y a aussi des différents niveaux de pauvreté. Les personnes en situation de handicap vivant dans une grande pauvreté monétaire sont également plus nombreux. Et en fait, ces estimations sont probablement sous-estimées car ces estimations ne tiennent pas compte des coûts supplémentaires liés à la vie avec un ou plusieurs handicaps. Par exemple, les coûts liés avec l'équipement, les dispositifs d'assistance, les traitements médicaux qu'on doit parfois payer de sa propre poche. Prochaine diapo. Maintenant, les étapes qui nous ont menés à aujourd'hui.
Je voulais vous parler de certains points saillants et en plus de parler de ces étapes, on voulait reconnaître le travail qui a été fait. More specifically, and just disability community more broadly, because just talking about the bills, that Je ne sometimes peux pas vous parler seulement de projets de loi. Cela ne reflète pas toujours le travail qui a été fait par des comités. C'est important de souligner le travail derrière, le travail dans l'ombre qui a été fait. Alors, je vais vous parler du projet de loi, mais il faut savoir, garder en tête qu'il y a du travail qui a été fait. Alors, le projet de loi a été introduit, mais n'a pas progressé au Parlement en 2021. Il y a une réintroduction en 2022. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu la sanction royale. When the budget of 2024 came out, it was clear that the maximum that people would be getting is about $2,400 a year or Et ensuite, le budget $200 a 2024, on a month. vu qu'il y aurait une That prestation de too 2400 par contingent année ou on 200 par mois. Et their ça, c'était en eligibility fonction de for l'admissibilité disability tax individuelle credits. au crédit d'impôt pour And les so, and personnes en the situation de wider handicap. disability benefit regulations were Et donc, il introduced in fallait prendre en 2018. compte la réglementation et il y avait l'adoption du règlement sur la prestation d'invalidité ou la And so, prestation one of the canadienne pour les important personnes areas en that situation we de need to handicap en highlight as 2025. it relates Alors, nous voulons to souligner ceci. PCP is Lorsqu'on that parle du it was PCPH, affirmed in the act ça a that été its affirmé purpose is to reduce dans la poverty loi que and to l'objectif était de support the financial réduire la security of working-age pauvreté persons et with de disabilities. soutenir la sécurité And I financière des think that's a personnes en very situation de important handicap en âge de travailler. thing to C'est highlight important de souligner cela. because Pourquoi? we need to then assess how Parce well qu'on doit the évaluer policy ensuite is addressing si cette politique is addressing this fonctionne goal. ou si la politique en fait And so I répond mentioned à cet objectif ou réussit dans son disability objectif. tax credit. Alors, je vous ai And it is a parlé very aussi important component of du this policy. crédit d'impôt pour personnes Just to handicapées. give you a bit of a background, it was introduced back in Ce crédit 1988. d'impôt pour les personnes handicapées a été introduit en 1988. Cela dit, il y avait peu de personnes en situation de handicap au Canada qui remplissaient les conditions requises pour bénéficier de ce crédit d'impôt pour personnes handicapées et moins encore bénéficiaient d'une réduction d'impôt à payer si ils leur font la demande. Il y a aussi les frais médicaux associés pour la vérification du diagnostic. Il y avait tous ces frais médicaux qui étaient prohibitifs, en fait, parce qu'ils étaient associés à la vérification des diagnostics et l'établissement des documents nécessaires, mais il y a des personnes qui ne sont pas capables de se payer ces frais médicaux pour pouvoir faire l'épreuve. Il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de plaidoyers en faveur de la communauté des personnes en situation de handicap et avec le budget le plus récent, nous avons vu des changements. Nous avons vu l'introduction à des changements. En tout cas, nous avons vu l'introduction de changements récemment. Alors ça, c'est positif. Alors, je vais vous donner maintenant un cadre théorique et ce qui a guidé notre réflexion. Il y a 4 secteurs ou 4 sections. Alors, il y avait le rejet des dualismes. Alors, le rejet le modèle social, modèle médical. Cette idée que l'handicap est enraciné chez un individu, qu'il faut le régler, ou le modèle social qui analyse les enjeux environnementaux, les barrières en matière d'environnement, d'attitude, etc. C'est ça l'origine de la situation. Alors, nous essayons d'analyser le handicap d'une façon plus complexe. Et nous savons qu'il faut adresser les barrières sociales, mais nous devons aussi reconnaître qu'il y a des personnes qui ont des expériences vécues, des expériences de douleur sont très réelles pour les personnes. Et il faut incorporer ça dans nos réflexions. Un autre aspect maintenant. Les échecs de politique.
C'est un cadre. Échec des politiques, c'est un cadre qui nous permet d'évaluer les échecs politiques développés. En fait, c'est un cadre qui a été développé par Hallett. C'est sur un continuum et ça nous permet de comprendre là où la politique est située sur le continuum. Et on s'est rendu compte que c'était utile. Et ça nous a été très utile dans nos réflexions à propos du PCPH. Et nous avons aussi mentionné il y a plus de recherches qui doivent être faites sur les réalités des personnes en situation de handicap. Il faut faire des analyses sur les personnes en situation de handicap qui vivent dans des conditions de pauvreté. Et ce sont des expériences qui nous ont informés tout au long de notre travail. Prochaine diapo. Alors, cette idée de la justice pour les personnes en situation de handicap. Alors, la justice, c'est pas la même chose que les droits. La justice pour les personnes en situation de handicap, c'est pas juste une question de politique. C'est aussi une façon d'adresser les barrières systémiques. L'organisme, ce qui s'appelle Since Invalid, a développé des principes qui s'alignent avec cette idée. Et ces principes incluaient l'accès collectif, l'intersectionnalité, les politiques anticapitalistes. Cette idée que votre valeur est attachée à un salaire, par exemple. L'interdépendance également. On a évité de seulement comprendre l'handicap par les perspectives traditionnelles. Alors, la justice pour les personnes en situation de handicap nous a permis d'analyser les choses. Nous avons dépassé les questions liées à un seul axe et nous avons examiné les façons dont les systèmes et structures coloniaux dans l'économie politique capitaliste actuelle perpétuent l'oppression pour les groupes défavorisés. J'aimerais donc maintenant donner le micro à Sid, qui va vous parler de la méthodologie, de l'échantillonnage et des résultats aussi. Merci, Althea. Je vais vous parler, je vais faire un survol des méthodologies, je vais vous donner un sommaire. The sample that we recruited is a purposive sample. Alors, nous avons un échantillonnage. Nous avons un échantillon qui n'est pas de probabilité. Nous ne pouvons pas dire que l'échantillon est représentatif de la population des personnes en situation de handicap au Canada, mais nous pouvons dire que nous avons des informations, des personnes qui nous parlent de leur expérience vécue et l'expérience vécue des personnes qu'ils connaissent. Nous avons assuré d'avoir le succès de recruter des participants de toutes les régions à travers le Canada. Si on parle d'une politique fédérale, on doit être capable de démontrer l'expérience à travers le Canada. Nous avons essayé d'aller chercher des données qui étaient plus confortables pour les participants, que ce soit dans des entrevues, des groupes de discussion. En bref, nous avions 73 personnes. Nous avions un comité consultatif composé de personnes en situation de handicap et dont des universitaires. Certains étaient des représentants d'organisations de défense des personnes en situation de handicap et c'était toutes des personnes avec une expérience vécue. Vous avez probablement entendu Althea. Notre approche était interdisciplinaire. On n'analysait pas du point de vue d'une seule discipline. Les études critiques
ont une approche transdisciplinaire. C'est basé sur les recherches, des études humanitaires. Nous avons été capables d'amener plusieurs perspectives alors aux données. Et finalement, il y a de l'expérience vécue qui a été prise en compte parmi les chercheurs qui font partie de groupes et c'est très utile. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais vous parler maintenant des participants. On avait envoyé des informations, on cherchait la participation à travers nos différents réseaux. Sur les réseaux sociaux également, on a cherché du monde, on a eu du succès. Dans notre recrutement, on a pu recruter un très grand nombre de personnes. On ne pouvait même pas utiliser tous ces participants. Donc, nous avons fait un petit sondage et nous avons utilisé une variation maximale des échantillons parce qu'on voulait que l'échantillon ait une variation le plus possible. Alors, je ne vais pas en parler en détail, mais vous pouvez voir que nous avons une très vaste représentation de différentes personnes. Nous avons l'anglais et le français qui sont représentés, des différents niveaux de revenus, pas très proches chez les personnes très riches, mais nous avons quand même une personne dans notre échantillon. Nous avons des participants célibataires, mariés, divorcés, séparés. Nous avons aussi plusieurs différentes personnes de différents genres, non-binaires, trans, hommes, femmes. Et ensuite, nous avons des personnes qui ont du travail dans toutes sortes de travail. Nous avons des participants de partout au Canada. Nous avions aussi des groupes. Nous avons des Noirs blancs autochtones, des autochtones, des Métis, des personnes des Caraïbes. Nous avons des personnes qui vivent dans des différentes situations. Nous avons des personnes qui vivent avec un conjoint, avec des colocs, qui vivent seuls, qui vivent en hôpital ou dans des institutions. Il y a des personnes vivant avec des enfants. Et nous avons aussi plusieurs différents troubles qui sont identifiés également sur la diapo. Prochaine diapo. Alors, nos analyses ou nos résultats sont basés sur une analyse thématique inductive. Et nous avions une équipe de chercheurs. Le premier thème qui nous a donné le titre de cette séance et le titre de notre rencontre est que les bénéfices ou les prestations plutôt du PCPH est inadéquat. 200 $ par mois, ce n'est pas assez. Cela ne vient pas réduire la pauvreté. Et c'était ça la promesse. Il y a beaucoup de répondants qui ont dit que ce n'est pas assez pour changer leurs circonstances matérielles. Deuxièmement, deuxième enjeu, et c'est en lien avec ce que Alfia vous avait dit, utiliser le test de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et on a vu que c'était trop exclusif. Il y avait trop de personnes qui étaient... les critères d'éligibilité étaient trop restreints et beaucoup plus restreints que ce qu'il y a dans la loi. Et troisièmement, il n'y avait pas assez de consultations. Et les personnes en situation de handicap n'ont pas été associées à l'élaboration du PCPH. Plusieurs de nos participants n'étaient pas au courant du PCPH. Les consultations à propos des réglementations incluaient 9 catégories. Il y avait très peu d'informations sur ce qui a été dit.
Il n'y avait aucune information sur comment cela affectait les réglementations. Et donc, ce n'est pas le type de rapport qui va encourager la participation. Prochaine diapo. Premier thème, vous voyez les mots de nos participants, les témoignages. Ils nous indiquent que une seule prestation, ce n'est pas assez. Si on veut vraiment sortir les personnes de la pauvreté, il devrait y avoir plusieurs types de prestations et aussi une fourchette de différents services. Deuxième enjeu est celui-ci. On a un pays qui est compliqué, un pays complexe. Les provinces, les territoires, les gouvernements fédéraux ont des différents enjeux à travers le pays. Et donc, la préoccupation est que les gouvernements fédéraux ou provinciaux vont peut-être se fier à la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Et donc, finalement, la préoccupation, c'est que les provinces et territoires ne réduisent leurs prestations des validités lorsque la prestation des validités du Canada entrera en vigueur. Prochaine diapo. Et cette diapo nous parle justement de l'accessibilité qui est trop étroite. Alors, vous avez un test en ce qui a trait aux impôts et ça dit que l'handicap doit être sévère et prolongé pour être admissible. Autrement dit, le demandeur ne doit pas être en mesure de faire une activité importante de la vie quotidienne ou bien il faut que ça lui prenne 3 fois le temps d'une personne qui ne vit pas avec cet handicap. Et cette condition doit être présente dans 90% du temps et il faut que ce soit présent pendant une période continue de 12 mois. Alors, non seulement ça élimine les gens qui ont des incapacités ou des handicaps sévères selon les critères de sévérité, mais ça veut également dire que il peut y avoir certains types d'handicaps qui ne sont pas admissibles à nouveau. C'est une définition bien plus restreinte que dans la loi. Prochaine diapo. Et les participants ici nous ont dit qu'il n'y a pas suffisamment de consultation. La seule consultation, c'était sur les règlements. Les participants, comme on va le voir ici, pensent qu'il faut qu'il y ait également une consultation sur comment ces réglementations sont mises en œuvre ou appliquées. Et ils ont pensé également que les personnes vivant avec un handicap doivent être consultées durant toute la vie du programme pour améliorer ce programme. Merci. Et maintenant, je peux donner la parole à Tracy. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va entrer dans la discussion suite à ce que l'étude a trouvé. Et nous allons revenir vers ce modèle théorique. Donc, on a utilisé la topologie de Michael Hollis en ce qui a trait à ses échecs de politique pour ce travail. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'était ou ce n'était pas, mais c'est dans tout cet éventail de possibilités. Et la chose intéressante en ce qui a trait à la typologie, c'est qu'il y a les deux dimensions au niveau des programmes, comment ils sont conçus, également les processus de la consultation et de comment est-ce que ces politiques sont façonnées. Donc, on a trouvé des échecs de politique des deux côtés dans le niveau de la conception, de la programmatique, également en ce qui a trait au processus et à la mise en œuvre. On a déjà mentionné que l'objectif, si l'objectif de cette loi, c'est en fait de réduire la pauvreté, 200 $, eh bien, ce n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif
de cette loi sur les situations d'handicap au Canada. L'autre partie, c'est en ce qui a trait à la mise en œuvre, le fait que la consultation, la majorité des participants ne sont pas au courant de ce qui se passait et ne savaient pas comment ils pouvaient être impliqués dans le processus. À nouveau, ça, c'est un échec de ce processus. Et bon, alors on va à la prochaine diapo. De plus, également, la question sur les critères d'admissibilité, le fait que la PCPH, Prestation canadienne pour personnes handicapées, est reliée aux impôts. Donc, c'est connecté à un modèle médical. C'est tellement strict dans sa définition, dans la définition d'un handicap, comme on l'a déjà mentionné. Il faut que ce soit sévère comme handicap et prolongé. Donc, essentiellement, il faut que ce soit un seuil extrêmement élevé et cela va affecter les activités quotidiennes 90% du temps. C'est un seuil extrêmement élevé pour être admissible à cette prestation PCPH. En 2018, ils ont trouvé seulement 40% des Canadiens admissibles normalement qui reçoivent la prestation. Alors, 40% des Canadiens en situation de handicap reçoivent la prestation, seulement 40%. Et bien entendu, le budget fédéral va vouloir encourager les diagnostics pour ce faire. Et nous arrivons au point suivant. Premièrement, ce n'est pas tout le monde qui a un médecin de famille. Par conséquent, essayer de consulter un médecin, ça peut être problématique. Finalement, il y a des gens qui ne sont pas bien formés pour toute la paperasse nécessaire pour documenter tout cela, documenter la situation d'handicap. Et il y a également la question du diagnostic. Est-ce que quelqu'un a reçu le diagnostic? Quelle est la portée? Quelles sont les limites fonctionnelles de l'handicap? Tous ces aspects sont importants. On s'attend à ce que l'on connaisse un médecin très bien pour obtenir un bon diagnostic, mais on n'est pas encore là au Canada. Donc, ceci ne tient pas en compte de tout cela, étant donné toutes ces limitations, ou bien il y aura un impact financier dû à cet handicap. Alors que la législation du PCPH, de la PCPH, dit qu'on doit honorer cet esprit. Beaucoup de gens disaient dans notre étude, comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de cela. Alors, c'est bien que les gens participent à l'étude, mais je pense que c'est relié également au fait qu'il y a des gens qui sont déjà connectés à des groupes qui travaillent avec l'handicap. Alors, je dirais que ce n'est pas un échantillonnage représenté, mais ce sont des gens qui sont connectés aux agences déjà de la communauté et des groupes d'handicap, et eux n'étaient même pas au courant de cette prestation, cette loi et tout cela. C'est intéressant. Bon, alors il y a beaucoup de gens qui sentent que c'était une consultation très limitée. Ils parlent de mécanismes qui ne permettent pas de donner des rétroactions correctes. Voilà, ce n'est pas entièrement inclusif. Et ce processus n'est pas vraiment accessible non plus pour tous. Les accommodements exigés pour la participation, on ne sait pas si ça s'est produit. De plus, on ne sait pas si ce sont des processus bien évalués qui permettent aux gens d'évaluer toutes ces questions. Ça suggère qu'il y a un manque de volonté de la part de l'État et cela résulte en des situations de pauvreté et d'inhabilité. Voilà, la conclusion, c'est que on a trouvé que les politiques, ce cadre sont valables, que l'on peut considérer tout cela,
Mais où est-ce que cette politique se situe dans cet éventail, dans ce spectre? Donc, en 2015, McConnell a dit que généralement parlant, même les politiques qui sont classées en tant qu'échecs de politique vont réussir à produire des résultats positifs modérés. Donc, une mesure de la réussite dans ce cas-là, étant donné que la pauvreté augmente rapidement et que les gens ont besoin d'argent, 200 $, c'est pour faire une épicerie, c'est tout. C'est valable, bien sûr, mais ce n'est pas bien calibré aux besoins. Ce n'est pas ce que les personnes en situation de handicap espéraient, n'est-ce pas? Et on voit que c'est vraiment inadéquat comme outil de réduction de la pauvreté. Et à nouveau, ce n'est pas suffisamment pour changer la donne. Comme on l'a mentionné, il y a des limites par rapport à l'étude. La recherche qualitative elle-même n'est pas généralisable. Ce n'est pas l'objectif, mais quand même, on pourrait voir des choses qui peuvent être transférables, mais ce n'est pas une limite de la recherche qualitative. En fait, c'est bien aligné avec la recherche qualitative. Ce n'est pas généralisable, mais ça présente beaucoup de détails et de nuances. Et est-ce que ça répond aux questions du pourquoi? C'est quand même utile, mais à nouveau, alors si on cherche des gens au Canada qui respectent ces critères, c'est-à-dire avoir le français et l'anglais, on voulait avoir toutes les variations dans notre échantillonnage, mais ce n'est pas représentatif de tout le monde, mais avec tout l'éventail des handicaps au Canada en plus, donc tel que je l'ai déjà mentionné, ça incluait des gens qui sont déjà connectés ou déjà intéressés aux situations d'handicap, des gens qui, et il y avait des gens qui n'étaient pas au courant de ces consultations, comme on l'a déjà dit. Voilà. Alors, quelles sont les implications? Le ministre a suggéré que cette prestation canadienne pour personnes handicapées, c'est un peu comme le revenu de base. Si on pense au principe d'une garantie de revenus, alors on doit parler, il faut que ce soit adéquat, il faut que ce soit suffisant pour pouvoir vivre, pour répondre aux besoins fondamentaux d'une personne, n'est-ce pas? Il y a l'autonomie. Il faut que les gens aient des choix de vie. Il faut que ce soit une question de dignité. Il ne faut pas qu'il y ait une stigmatisation pour y accéder. Et donc, en fait, la PCPH pose des questions par rapport à tout cela. Ensuite, il y a la non-conditionnalité. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait peu de conditions pour y accéder. Et finalement, l'universalité des accès. Voilà les principes d'une garantie de base. Donc, ça répond à certains de ces critères, mais pas à tous. Donc, on peut classer cela comme garantie de revenus de base. C'est un peu comme un supplément, en fait, et c'est bienvenu à ce moment-ci, bien entendu, puisque le coût de la vie a beaucoup augmenté. L'autre partie, c'est basé sur le consensus qui a des données de revenus. Ce n'est pas basé sur le revenu individuel. Donc, les défenseurs parlent de ces avantages à un niveau individuel qui devrait être là pour toutes sortes de raisons. Et on assume que pour une famille, il y a un partage des ressources. Ça peut être problématique dans certaines situations quand les gens sont forcés de se fier à un partenaire ou de quelqu'un d'autre d'un foyer. Et de plus, ça n'aide pas les gens qui tentent de quitter une relation abusive, par exemple. Il y a toutes sortes de recherches qui nous indiquent qu'on a besoin de ces avantages individuels plutôt que des avantages partagés au sein d'une seule famille. Et quand les réglementations ont été annoncées, ça devait être le début de quelque chose. Et ça devait être, on va commencer avec ça et on va l'améliorer, n'est-ce pas? Mais on n'a pas vu beaucoup d'améliorations à travers le temps. Il y a 150 $ qui ont été alloués
au budget fédéral 2025 pour faire diminuer certains coûts pour certains travailleurs, pour remplir la paperasse du crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPA. On ne sait pas comment ça va affecter les assurances, les politiques à long terme sur les situations de handicap, si ça va mener à des coupures ou à d'autres choses. L'Alberta a dit qu'ils vont peut-être faire un changement en ce qui a trait à cette prestation. Bon, c'est un problème. Il y a d'autres programmes du fédéral qui ne vont pas travailler de cette façon avec les provinces et territoires. Le fait que cet avantage laisse la porte ouverte, aux provinces et territoires à agir à nouveau. C'est un problème d'équité, dépendamment du pays dans lequel vous vivez. Alors, on ne connaît pas encore les impacts de tout cela. Il y a des problèmes d'équité. À nouveau, il y a toutes sortes d'impacts possibles. C'est relativement nouveau et ça va être un programme et une recherche qui va évoluer. On aimerait remercier tous les participants qui ont partagé leurs expériences et leurs témoignages et nous voulons reconnaître que l'expertise et les critiques qui ont été fournies par les membres du comité consultatif sur la PCPH, tout cela nous a été très utile. Merci. Et ceci nous amène à la conclusion de notre présentation et nous allons maintenant aller à la période des questions. Merci beaucoup, Tracy, Alfia et Sid. C'était une conversation extrêmement intéressante. Votre recherche est très intéressante en ce qui a trait au travail de politique et en ce qui a trait à cette prestation. Alors, j'aimerais simplement dire que notre colloque travaille justement pour couper tous ces obstacles, que ce soit plus accessible. Alors, tout ce que vous partagez résonne avec moi et avec plusieurs participants à ce colloque, j'en suis certaine. Alors, voilà, de Toronto, je peux vous dire que nous apprécions tout cela. Alors, j'ai reçu quelques questions pour vous. Alors, quels sont les supports complémentaires qui peuvent transformer cette prestation pour une véritable réduction de la pauvreté? Ce n'est pas une question pour une seule personne. Alors, nos participants nous ont dit une chose, c'est que cette prestation n'est pas suffisamment élevée, nous ont-ils dit. Quand vous comparez cela à la mesure du NBN, vous savez, c'est la mesure de la pauvreté au Canada officielle. On voit que ce n'est pas suffisant pour que plusieurs personnes aient un véritable bénéfice. Donc, l'impact va être relativement petit. Alors, quelque chose, c'est de considérer l'efficacité de la prestation. Deuxième point, les gens qui vivent avec différents types d'handicap vont faire l'expérience de différents niveaux de coûts en termes de services et d'équipements pour répondre à leur situation. Et donc, la prestation PCPH ne tient pas compte de tout cela, n'est-ce pas, Tracy? Oui, je suis d'accord avec ça. Si la prestation, selon la loi, concerne l'idée d'avoir une prestation, il faut savoir si cela va véritablement bénéficier aux revenus. La question du design de la conception, ça c'est séparé. On assume que tout le monde a les mêmes besoins. Alors, on peut concevoir cette prestation de manière différente. On pourrait l'avoir pour que ce soit plus un modèle où tout le monde va recevoir la même somme d'argent, la même prestation, et ça va être ajusté selon les dépenses, selon les besoins.
Ça, c'est une façon de le But faire. this is where the consultation, Mais I voilà think, où would be la so important, consultation right? To serait hear si from importante, folks to n'est-ce say pas, what is pour needed in this. savoir quels sont les And my besoins. suspicion is Et the government ce que je had suspecte, c'est que in le mind what they were gouvernement going to do, and savait ce qu'il so voulait faire. consultations is kind Et of the donc, checkbox. la We do consultation, this, c'était juste and de we move cocher on. des petites cases, l'idée derrière tout But ça. the Et voilà. adequacy piece of the benefit, Mais I la think, is a partie huge de la policy prestation failure. et la justesse de cette politique, je pense, est un échec. Une autre question demande, je pense que vous y avez peut-être déjà répondu, comment est-ce que les gouvernements peuvent s'assurer que l'on va répondre aux besoins auxquels cela a été destiné? Je pense que vous y avez déjà répondu. Je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose. Alors, je dirais que c'est la reconnaissance de l'expérience vécue comme source de connaissances valables. Alors, on n'est pas encore rendu là pour reconnaître ce point. Voilà pourquoi on continue à créer cela de manière tokenisée. Alors, il faut qu'il y ait un changement. Comment est-ce que ces connaissances sont valorisées? L'expérience de vie. Je pense que c'est un changement de mentalité qui est nécessaire pour cela. Alors, pour ajouter à la question antérieure, je suis d'accord. Le coût supplémentaire d'une technologie, ça peut être une prothèse, par exemple. Moi, j'utilise un tel dispositif. Les prix sont très élevés. Pour moi, c'est une dépense qui n'est pas couverte suffisamment par les assurances ou par autre chose. Et j'ai des amis qui ont des blessures à la colonne vertébrale qui me disent qu'ils doivent acheter des cathéters qui sont nécessaires pour eux. Alors, il y a tout cela. Cela contribue au fait qu'on doit nuancer tout cela. Et cela n'est pas reflété. La nuance n'est pas reflétée. Et c'est là où nous devrions arriver. Et on devrait tenir compte de cela. Merci. Un autre aspect, c'est que la loi contient une clause, le fait que le Canada doit répondre aux accords et aux obligations signées par le Canada sur la scène internationale. Plusieurs ont fait ces recommandations. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que cela va être évalué? Et je pense que c'est un domaine à mentionner où l'on peut faire pression. Ce serait intéressant si le ministre responsable présente un rapport annuel devant le Parlement sur ce qui a été accompli pour s'assurer que ces obligations internationales du Canada soient respectées. Oui, merci d'avoir partagé cette idée. Quelqu'un demande également quel est le rôle des réseaux de défense pour présenter des amendements à la loi. Oui, nous avons maintenant cette prestation, on a la loi, on sait que nous devons faire cela, mais je dirais que c'est un bon début, mais maintenant, nous devons rendre la prestation plus robuste. On a la loi, on doit le faire, il faut que cela réduise la pauvreté. Alors oui, donc il faut faire pression en disant on a besoin de rencontres sur une base régulière avec le gouvernement pour faire une évaluation de ce processus ainsi que de la politique et des résultats. Comment est-ce que ça répond aux obligations en ce qui a trait aux droits de la personne? En plus, c'est un moment, étant donné qu'on a mis le pied dans la porte avec cet avantage, avec cette prestation plutôt, je dirais que les organisations de défense des droits qui sont importantes dans l'adoption de cette loi. Alors, les défenseurs des droits de la personne doivent se rassembler dans le cadre d'une campagne de défense auprès des gouvernements, parce que là, on a réussi à mettre le pied dans la porte. Maintenant, c'est une question de pousser un petit peu la porte pour qu'elle s'ouvre un peu plus large. C'est l'image. Autre chose que j'espère, c'est que quand quelque chose est dans la loi, cela ouvre la possibilité
de poser la question aux tribunaux, de demander aux tribunaux d'intervenir. J'espère qu'il y aura des actions en ce sens si le fédéral ne répond pas aux obligations. Donc, les tribunaux souvent sont réticents à faire face à une fonction d'une politique gouvernementale. Mais je dirais que, en termes de valeur de conscientisation seulement, cet effort pourrait être valable. Très intéressant. Merci pour vos commentaires. Merci, Alfia, Tracy. Merci à tous les panélistes. Merci, Sid. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à tous ces panélistes au nom de notre colloque Le handicap sans pauvreté. Merci beaucoup. C'était très informatif et nous sommes reconnaissants. Merci d'être ici avec nous et de partager vos commentaires. Très bien. Maintenant, j'aimerais remercier tous les participants à ce colloque. Et avant de conclure, j'aimerais contacter Amanda Lockett qui était dans l'autre canal A. Bonjour Amanda. Elle est là. Et nous sommes là. Et nous sommes là. Très bien. Oui, c'est notre premier colloque. Il y a des gens que j'ai vus qui étaient là ce matin avec moi lorsque le soleil se levait sur la côte ouest. Et maintenant, le soleil est en train de se coucher. Ça veut dire que c'était une journée complète où nous avons vraiment pu discuter, réseauter. Alors, j'ai entendu d'excellents panélistes. Je n'ai pas pu assister à toutes les présentations. J'étais sur le canal A. Merci, merci pour votre patience. Merci pour tous les efforts. Merci aux organisateurs du Plan Institute, Liz, Salona, Rachel, Stephanie. Merci à tous. Merci. Excellent personnel qui nous a aidés. Omar, Amy, Jessica, Sabrina, Janet, Rabia. Et j'en oublie. Merci à tous les membres du conseil. Merci aux panélistes. Merci aux animateurs, animatrices, Michelle, Lise et nous, et ceux qui sont absents, Ali et Luca. Merci à Shane pour son appui incroyable, surtout suite à son travail qu'il a accompli dans toutes les vidéos que nous avons sur notre page web pour ce symposium. Merci à l'équipe de l'accessibilité. On sait que ça a été une longue journée. C'est très apprécié. Et merci également aux animateurs, animatrices, panélistes. Vous pouvez trouver notre troisième rapport de notre colloque sur notre page web disabilitywithoutpoverty.ca. Donc, il y a deux canaux, canaux A et B, qui vont être disponibles sur nos canaux YouTube d'ici quelques semaines. S'il y a quelque chose que vous voulez revoir, il y a là des conférences, il y a des présentations d'affiches, il y a beaucoup d'informations. Merci, Sabrina. Je vous redonne la parole. Bien. Merci, Amanda. Merci à tous à nouveau. J'aimerais vous dire que je suis tout à fait d'accord. Merci aux organisateurs. Merci à ceux qui nous ont appuyés. La Fondation Cornwall Martini, la Toronto Community Foundation et la Hamilton Community Foundation. Merci à tous ceux qui ont rendu ce colloque possible et aux participants, amis, défenseurs. Merci à tous. Merci à tous les participants. Sans vous, ce ne serait pas possible. Et sur une base quotidienne, sans vous, ce n'est pas possible. Une dernière note, on a beaucoup de travail devant nous. Comme vous le voyez, étant donné les discussions dans ces panels, suite aux discussions, nous savons qu'on a beaucoup de travail devant nous. On a tellement à faire. Merci à nouveau et j'ai très hâte de vous revoir bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. À la prochaine. Au revoir.